Alors, chers collègues, je propose de passer à présent au point 5 de notre ordre du jour. As you know, the cohesion policy is essential for the future of the European Union. It helps to reduce the gaps between the different regions, support economic growth and create jobs for all citizens. Calre is aware of this issue and is even dedicating a working group to them. Alors, dans ce contexte, je suis très heureux de vous présenter 3 personnes particulièrement au fait de ces enjeux. First of all, I would like to introduce Mr. Apostolos Tzitzikostas, qui est former president of the Committee of the Region and currently its first vice president. Mr. Tzitzikostas is also governor of the region of Central Macedonia in Greece. Then we will have the pleasure of hearing from Mr. Karl-Heinz Lamberts, qui a été président du Comité des régions de 2017 à 2020. Il a également été ministre-président de la communauté germanophone de Belgique et président du Parlement de la communauté germanophone. Aujourd'hui, Karl-Heinz est président des régions frontalières européennes et membre du groupe de spécialistes de haut niveau sur le futur de la politique de cohésion. Finally, I'm delighted to introduce my friend, Mr. Jean-Luc Van Raas, who has been a member of the Committee of the Region since 2010. He has also been Minister of Finance of the Brussels region and member of Parliament for Brussels. He is also currently Vice President of the Assembly of European Region. Leurs expériences et leurs connaissances approfondies des questions régionales et locales seront précieuses évidemment pour renforcer la future politique de cohésion de l'Union. Messieurs, je vous laisse la parole. Je propose, comme nous l'avons fait, de réserver un temps d'échange à l'issue de vos interventions. Je propose immédiatement de céder la parole à Monsieur le Vice-président Apostolos Tzitzikostas. Merci beaucoup, Monsieur le Président Madran. I would like to thank you for your kind invitation to be with you today. I'm very pleased to meet once more with the representatives of CALRE, as I had the occasion to do during my presidency at the Committee of Regions. And I would also like to thank you for choosing to gather your commission at the headquarters of the European Committee of Regions. As you know very well, this is our common house in Europe, and we need indeed to strengthen our ties in this very moment when we start talking about the future of cohesion, a topic of concern to many of us. So today I would like to share with you our worries about the future modalities of the management of the cohesion funds. Soon we will need to plan a shared strategy in order to defend its volume, and this in the context of the revision of the financial framework of the European Union. Now, during the pandemic and the first year of the war, Member States and the European Commission favored centralization over the partnership principle in order to manage the emergency. If we had to accept this procedure over the last 3 years, so allowing funds to be swiftly redeployed in the darkest hours of the sanitary crisis in all European regions, and in the very first hours of the war in Ukraine, by allowing local authorities to redirect funds in order to shelter displaced people, we thought that this practice was over. But when the European Parliament's Commission on Regional Policy gave its green light also for further apply flexibility about cohesion funds in order to cope with rising cost of energy and the inflation, then, my dear friends,
our doubts started turning into worries. Indeed, the emergency modality cannot become the new normal for these funds, as cohesion policy is still needed to plan long-term strategy of investments. Actually, it is today the only European fund for that purpose. New emergency will happen again in the future. Just think of the climate crisis, but we cannot further harm cohesion policy. It is crystal clear. We need to avoid funds further diverted to other purposes, and that basically bottom-up governance being hijacked, because this is all about. Now, the centralization experienced during the crisis management, I refer in particular to the Recovery and Resilience Fund, has widened today the gap between expectations and deliveries, as the lack of territorial impact assessment has weakened the accuracy of the instruments, missing today the territorial development. In addition, we also experienced an unhelpful competition between the recovery and resilience funds and cohesion policy, with member states under pressure to come up with their national recovery and resilience plans fairly quickly, you remember that, which led to delays for the preparation of the partnership agreements across EU member states. And we also need to add to this the fact that governments did not include regions into the discussions for the implementation and the design of these programs, the recovery programs. So this has caused strong delays in spending. We are today 2 years into the programming period, and no money has yet been spent. Dear friends, dear colleagues, the point is that we still need cohesion funds to successfully implement the green and the digital transition, with particular attention to new challenges that are provoked by the demography challenge or even the climate crisis. The shrinking of population, the low share of higher education, departure of young people from rural areas, just give an example that must be counterbalanced through long-term investments which can bring 5G connections away from urban areas, and this to allow the digital transition to actually happen everywhere. Those instruments are grounded on the cohesion policy. There is therefore a need to alert our allies today, and I think in particular to the European Parliament, which will co-draft the new regulations in 2025, and all the regions with legislative powers which have a strong influence in their respective member states. And we need to act quickly if we also want to maximize the advantage given by the 2 consecutive forthcoming presidencies of the Council of the European Union, Spain and Belgium, between July 23 and June 24, both countries with strong regions. So in this context, the Committee of the Regions Cohesion Alliance will indeed play a pivotal role with a view to make emerge our voice for a strong cohesion policy. As you know, the European Commission recently established a high-level group on the future of cohesion policy, which is expected to put forward its strategic conclusions and recommendations in early 24, so that these could feed into the 9th cohesion report. President Lamberts will be an active member of this group, our former president, and I really believe we will all profit of his experience and influence there in order to put forward our concerns and draw some very distinct red lines. There, we will defend our common objective, which is to promote cohesion as a political objective for all EU policies, in particular through the application of the do not harm cohesion principle. Dear colleagues, I really believe that it is worth to look back at the reasons why cohesion policy
was set up at the first place, and in particular at its contribution towards the completion of the single market. This link between the single market is today strategically crucial, as the main defenders of the single market today are often the countries the most challenging cohesion. The battle to safeguard cohesion policy will not be easy, we know that. There are many in the Council that are not in favor of a strong cohesion policy, not at least because it takes up about a third of the EU budget. The fact that implementation is currently particularly slow will certainly not help our case. So what we need today to do is to work much closer and together to help regions accelerate the spending and assure its quality, as it will make the difference for the future of cohesion. And this view, indeed, is the main idea of us in the European Committee of Regions and certainly for you in CALDRE. We need to work having in view that no one can be left behind. And of course, that no place can be left behind. So we are here. As first Vice President of the European Committee of Regions, I'm here to continue working with you, Mr. President, along with our members. And please do count on us on this great effort and this great endeavor that we have ahead of us. Thank you for your attention and for your invitation today. Thank you. Merci, Monsieur le Premier Vice-président. C'est un message extrêmement important que vous avez délivré. Nous sommes évidemment conscients chacun aujourd'hui de l'importance des fonds de cohésion et je pense que sans cesse, comme l'a dit le président du comité des régions il y a quelques jours, sans cesse nous devrons rappeler dans nos régions, dans nos enceintes parlementaires, dans nos formations politiques, de l'importance de ces fonds de cohésion pour, au fond, la vie quotidienne de nos concitoyens. On ne sait pas, en fait, nos concitoyens ne savent pas toujours l'utilisation et la chance qu'on a dans certaines régions d'avoir ces fonds. Alors je vais à présent céder la parole à mon collègue Karl-Heinz Lamberts, également à l'instar du premier vice-président du comité des régions, un grand connaisseur de l'Europe et de tous ces fonds de cohésion. Monsieur le Président, chers anciens collègues, permettez-moi tout d'abord de dire à quel point je me réjouis de me retrouver à nouveau ici parmi les responsables de la CALDRE, dont j'ai quitté les instances il y a maintenant presque 2 mois parce que j'ai mis fin à mon mandat de président de mon Parlement régional et je suis maintenant un pensionné avec le privilège de pouvoir encore siéger comme membre de mon Parlement parce que c'est une activité qui n'est pas à temps plein et j'ai eu l'honneur d'être nommé dans ce high-level group. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi l'Union désigne toujours des high-level groups? Je n'ai jamais vu un low-level group au niveau de l'Union européenne. Et parfois, ça serait peut-être pas si mal si on considère low le niveau le plus proche des citoyens. Alors, je m'inscris complètement dans les remarques et dans les conclusions du vice-président Tzitzikostas. Je voudrais simplement ajouter quelques réflexions. À chaque période de programmation, la politique de cohésion est menacée. Elle est mise sur la table et c'est d'ailleurs bon. Il faut toujours critiquer, il ne faut jamais dire il faut continuer parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais pour la cohésion, le débat est parfois beaucoup plus aigu parce qu'il y a en effet en Europe pas une unanimité complète sur la finalité de la politique de cohésion et de sa raison d'être. On entend toujours les gens dire que la cohésion, oui, c'est important, mais c'est une histoire du passé. Non, je crois que nous devons prouver que la cohésion, c'est pas l'histoire de l'Europe, c'est l'avenir de l'Europe. Et pour cela, il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, quand on parle de cohésion, il ne faut pas commencer à parler d'argent.
Évidemment, l'argent est fort important, mais la cohésion n'est pas seulement un combat pour un morceau du budget européen. Non, la cohésion, c'est en réalité, si on partage cette vision, une valeur fondamentale de l'Union européenne. Ça fait partie de l'ADN de l'Union européenne parce que la cohésion, c'est ça qui représente la plus importante valeur ajoutée de l'Union. Tenir ensemble, en allemand, on a le très beau mot Zusammenhalt. Je crois vraiment que c'est ça qui est essentiel pour l'avenir de l'Union européenne. Ça, c'est une dimension. Et l'autre dimension l'est encore peut-être plus, et elle est en lien avec le combat pour la subsidiarité. Quand on parle de l'Europe, tout le monde pense d'abord au triangle de Bermude entre le Parlement, le Conseil des ministres et la Commission. Et hélas, il y a beaucoup de choses qui se perdent là-dedans. Ou alors on pense à Bruxelles, à Strasbourg ou à Luxembourg. Mais en réalité, l'Europe, c'est chaque village, chaque ville, chaque région, là où vivent les Européens et où travaillent quand même 1 million de mandataires élus qui eux aussi doivent toutes et tous se considérer comme des politiciens européens. Nous devons en quelque sorte tout le temps mettre l'Europe de la tête sur les pieds. Parce que le plus important niveau en Europe, c'est les collectivités territoriales, et tout particulièrement d'ailleurs aussi les régions à pouvoir législatif. Et la politique de cohésion est la seule politique qui associe vraiment à part entière, sur un pied d'égalité, toutes ces collectivités aux États nationaux et aux instances européennes. Plus encore qu'une machine à distribution de l'argent ou une manière de définir son ADN, la politique de cohésion, c'est un mode de gestion de l'Union européenne. Et il est très important et il est tout le temps menacé. Apostolos l'a bien dit, il suffit de la plus petite crise ou une grande crise et tout de suite tout se recentralise. Et qui plus est, des gens n'ont pas peur pour aller piquer de l'argent à la cohésion pour la mettre ailleurs. C'est ce mode de gestion qui est aussi fondamental et pour lequel il faut se battre. Et c'est pour ça que l'Alliance pour la cohésion est si importante. La première lancée en 2018 était déjà un bon départ. La deuxième, maintenant, s'envole également d'une manière spectaculaire. Et il faut vraiment continuer dans ce sens. Et là, je crois que la CALRE a un rôle très particulier à jouer. Et alors, si on est convaincu que c'est un combat qu'il vaut la peine de mener, il faut se rendre compte aussi que ce n'est pas un sprint, c'est un vrai marathon. Enfin, moi, je suis ni fort en sprint ni en marathon, mais je connais la différence. Et il faut vraiment pouvoir tenir jusqu'au bout et il faut souvent revenir à la tâche. Alors, le vrai enjeu de la cohésion, c'est une perspective de développement mise en œuvre pour chaque type de région. Un grand danger pour la cohésion, c'est de suivre ceux qui disent qu'il faut uniquement faire de la cohésion dans les régions les moins développées. Non, chaque type de région doit être partie prenante dans la politique de cohésion, mais avec des projets et des objectifs qui sont en lien avec sa propre situation. Et il faut surtout aussi voir les interrelations. Et c'est en cela que la cohésion territoriale est particulièrement intéressante. Ça vaut la peine de pousser vraiment à ce que des vrais territorial impact assessments soient faits. Et il faut pousser aussi que la perspective d'interrelation entre les régions, que ce soit le transfrontalier, que ce soit le transnational ou que ce soit surtout aussi l'interrégional, soit pleinement développée parce que c'est là où agir en commun a une valeur ajoutée pour tout le monde. Et alors, il faut avoir une vision commune, mais qui est adaptée aux enjeux de chacun. Et cette vision, c'est évidemment de bien se rendre compte que la tendance vers la métropolisation en Europe va continuer massivement, en toute hypothèse, et surtout si on ne fait rien. Et le grand défi, c'est l'équilibre
convenablement définie et mise en œuvre entre les milieux urbains, les milieux ruraux, entre le périphérique et le métropolitain. Et c'est cet équilibre-là qui est fondamental et qui est le véritable enjeu de la politique de cohésion. Et puis, il faut bien sûr aussi se méfier de laisser qualifier la politique de cohésion comme une politique sectorielle à côté de beaucoup d'autres. Ce n'est pas tout à fait faux, mais le danger, c'est qu'on se fasse éliminer par ce processus parce que les autres sont parfois beaucoup plus forts en termes de moyens financiers ou en plus d'urgence à leur faveur. Non, la cohésion est une méthode de travail qui est dotée de moyens spécifiques, mais qui n'est pas opposée aux autres objectifs, que ce soit ceux de l'urgence comme REACT-EU ou Next Generation EU, qui sont vraiment importants. Mais c'est quelque chose qui a dans le co-animateur et qui a le focus sur l'intégration de ce qui se fait au niveau territorial. Et à cet égard-là, il a été très malheureux qu'on a sorti la cohésion, la dimension agricole des fonds structurels la dernière fois, parce que le développement rural devait être partie vraiment intégrante de tout ça. Il faut essayer de corriger cela en faisant ce qu'il faut au niveau des lobbies qui ont mené à cela. Alors, il ne faut pas de nouvelles idées internes. Je crois que les grands enjeux sont connus. C'est la paix, on en a parlé de manière dramatique au début de la réunion. C'est le changement climatique, c'est le changement démographique, c'est la digitalisation, c'est la justice sociale, c'est tout ça. Et on ne va pas inventer de nouveaux objectifs. Non, il faut s'inscrire dans ces grands mouvements, mais en traduisant tout ça en action directe et efficace au niveau local. Et alors, le fameux High Level Group, il a commencé à travailler et on a programmé 9 réunions jusqu'à la fin de l'année. On est entouré d'énormément de scientifiques. On a l'air un peu con quand on est assis toujours avec tellement de professeurs qui ont parfois des idées géniales, comme celle qu'on a entendue la fois dernière. Il faudrait faire la politique de cohésion un peu comme on a fait, comme on aurait fait la Recovery and Resilience Fund. Alors là, j'ai quand même pris la parole et j'ai dit non, non, là, vous devez vraiment changer d'avis, ça ne va pas du tout. Mais il y a vraiment beaucoup d'échanges et c'est très intéressant et tous les opérateurs sont d'ailleurs aussi associés. Mais le grand problème, c'est de savoir où va-t-on atterrir avec ce High Level Group. Et là, je me réjouis beaucoup, je le dis ici parce que nous sommes en petit comité très confidentiel, que même si les membres du High Level Group sont nommés à titre personnel, ceux qui sont des amis ou des alliés du comité des régions bénéficient ici dans la maison d'un appui opérationnel vraiment efficace par tous les gens qui connaissent bien les sujets et qui nous aident un peu à prendre des positions. Et le comité va d'ailleurs lui-même aussi positionné à plusieurs reprises, et notamment avec 2 avis qui sont en préparation. Donc ça, c'est très important. Il faut bien coordonner nos actions et il faut voir surtout sur quoi on va arriver. Et là, je crois que l'essentiel, c'est de ramasser tous les arguments qui prouvent que la politique de cohésion, c'est vraiment une politique d'avenir et une méthode de travail très propice au développement de l'Union européenne. Il faut venir avec des propositions très concrètes et il faut aussi, pour la Xème fois, contribuer à simplifier le tout, ce qu'on a fait chaque fois, mais vous connaissez aussi le résultat. Chaque fois, on a dit on va simplifier et le résultat final, il est devenu encore plus compliqué que ça ne l'était en avant. Mais là, je crois qu'il faut continuer. Il y a un bon travail à faire et je serais très heureux si la Calerie y contribuait aussi, comme elle a d'ailleurs envie de le faire et elle s'est mise en marche pour ça et je suis certain que le lien avec le comité des régions va être aussi efficace comme il l'était dans le passé. Merci beaucoup.
Merci Karl-Heinz pour ton intervention particulièrement éclairante et importante. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Luc Van Raas, qui est également un grand connaisseur de toutes ces questions régionales et de fonds cohésion. Merci Rachid. Je ne sais pas ce que je peux encore ajouter après avoir entendu le grand spécialiste en la matière, le premier vice-président et notre high-level pensionné. Parce que, en fait, je pense que les données de base ont été transmises d'une façon excellente. Je vais peut-être continuer en anglais parce que je vois qu'il n'y a pas de traduction. Tu m'avais expliqué ça, il n'y a pas de traduction pour les gens qui sont... donc je vais continuer en anglais. Maybe to come back to the basics. Remember about 35 years ago, we introduced the cohesion funds in the European policy. And the basics of European Union was actually the idea of the single market. And came also this idea of cohesion policy, saying that we should reduce the disparities between regions, but also within the regions. Our region, Brussels, have a nice example of this. Some districts of Brussels are having the less income than others, and they can be helped in order to enhance their situation. This cohesion policy is actually one of the basics in order to strengthen that single market idea. Because if you enhance the financial and economic capacities of the regions who have problems, financial problems now, of course you will strengthen also this single market. And I think we have to have this in our thought, because unlike Carl, I will maybe speak a bit about money. We are in a different situation than 35, 40 years ago. The world, especially the last 5 years, has changed considerably. We have this war who actually is now, for the moment, creating new, the necessity of having new powers. I'm just referring to the decision which was taken in the United States not so long ago, last December, about the Inflation Reduction Act. It was decided in the United States to provide $391 billion in spending on energy and climate change. As a reaction, the Chinese said, well, we spent $380 billion. And there we are, Europe. And what do we have? We have a cohesion fund, which is a very important tool, but which covers much more than the amounts provided by China and the United States. And the total budget of our cohesion fund is $278 billion. So we have an enormous political problem. We, Europe. The first deduction I make from the war in Ukraine, first one, of course, is we have to defend democracy and help Ukraine as much as we can. But the second deduction is that, well, actually, the world is separated in different entities who has to have the necessity to become self-sustainable. And that was a discussion we are having nearly every day in the Committee of Regions. I'm hearing every day in the European Parliament. It's about self-sustainability. And so Europe tomorrow must figure out how to become self-sustainable. There are a lot of things to do, a lot of budgets to apprehend, maybe create new budgets, finding new money. But there's one thing which is still very important, that's cohesion funds. Because if you don't have those cohesion funds, it was said yesterday, it's a kind of permanent Marshall Plan. Well, that's what it is. If you do not consider cohesion funding, you endanger one of our main tools of self-sustainability in Europe. And therefore, we have to apprehend in the new discussions about cohesion funds, first,
rediscuss maybe what's the content of the cohesion funds. Of course, we have the general principles, but what's happening for the moment is when there is a crisis, sanitarian crisis or a war, well, we take the money from the cohesion funds. That's not the way it should be done. The president said that cohesion funds, it's important to have long-term views on investments. I think you need a long-term view, but on the other hand, the flexibility as well. But that's the same idea which should be used in all European funding and not only cohesion funding. So for the other funds, there should be flexibility as well. And I think the principle we discussed yesterday afternoon was the idea of having a clause saying, if we take an initiative, does it harm cohesion funds? This should be taken at all levels, all investments taken by the EU. So that's my first thing I wanted to say. The second thing is, you know, we all know what's happening with cohesion funds. We are all regions, and Europe for the moment, they know the regions, but well, a bit. They better know the countries, and they say, well, we give the money to the different states, and the states, well, they have to see what they do with it. And then we have internal regulations which are different from one country to the other. Okay, and then begins the lobby work, the big lobby work within the countries. And I'm not sure that this lobby work is done. I'm sure it's not done on very objective basics. And there maybe I have a call. In Dutch, there is a wording saying, meten is weten. To measure is to know. We have tools for that. In the Brussels region, we have a tool. We have a tool where there is measurement in order to know what our needs are. I have a call maybe to the countries when you think of distributing your cohesion funds, maybe it would be a nice idea to see what basic you use for that. That's the first thing. And then the second thing is the ex ante, because once you obtain your funds, and that's nearly everywhere, you're happy, I have my funds, and now we go for it, and we take the initiative. The other question is, do we see afterwards, or do we measure afterwards if this investment was well made? And I think we have this duty to do so, because money is rare and must be used for the best, for the better and for the best. So that's my second remark. And it's a bit about us, and maybe we need to do that, seeing if we used our money well. So for the rest, my call is, I said it yesterday too, for me, cohesion fund is the cement of the European building. Without cohesion fund, you have no single market, but you have no solidarity between all the Europeans. I will not say countries, all the Europeans. And so we have to continue doing that effort to reduce disparities, because if we reduce our disparities, we ensure our future. Thank you. Merci beaucoup, Jean-Luc. Vraiment, 3 interventions particulièrement intéressantes qui rappellent l'importance, évidemment, de ces fonds de cohésion. Il faut vraiment, je le répète une nouvelle fois, l'année prochaine, on aura une élection européenne, et le président du comité des régions le rappelait. Je pense qu'il sera absolument important pour l'ensemble des personnes qui s'engageront politiquement de rappeler l'importance de ces fonds de cohésion. Je pense qu'il y va de l'avenir je ne vais pas dire de l'Europe, mais en tout cas de nos régions. Et pour moi, c'est un enjeu crucial. Chers collègues, je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent intervenir, s'il y a des demandes de prise de parole, des réactions à ce qui vient d'être dit, ou tout est clair. Je n'en vois pas. Merci encore à nos intervenants pour le temps qu'ils nous ont consacré et pour la qualité de leurs interventions. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous.